Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, je vais parler de deux régions d'Afrique très importantes en ce moment. Et pourquoi j'en parle? Tout simplement parce qu'on n'en parle pas dans les grands médias, tout du moins les grands médias télévisuels. On en parle dans les grands médias internationaux, mais on n'en parle pas à la télévision. Donc c'est très dommage puisque peu de gens regardent les médias internationaux sur Internet. Bref, donc que peut-on dire sur ces deux régions? Donc on va d'abord parler de la République démocratique du Congo et du Rwanda qui se font une petite guerre. Alors c'est pas une guerre totale déclarée, mais c'est une petite guerre. Alors que se passe-t-il dans ces deux pays? Eh bien, on voit que le Rwanda a une faction qui s'appelle la faction M23 qui a envahi la RDC, donc la République démocratique du Congo. Alors l'excuse, on va dire officielle, de ce groupe appelé M23, qui est soutenu par le gouvernement rwandais, mais dont le gouvernement rwandais dit que bon bah non, qu'il ne participe pas. En fait, maintenant, aux tout dernières nouvelles, on apprend qu'il y a carrément des soldats rwandais avec ce groupe appelé M23 au sud-est de la RDC. Donc maintenant, le Rwanda est obligé d'avouer la vérité, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques semaines, hein. Donc ce groupe M23 a envahi avec comme prétexte, disais-je, qu'ils voyaient des troupes de la RDC s'agglutiner à leurs frontières. Donc ils ont eu peur et donc ils ont fait de la prévention. Donc le groupe M23 a envahi carrément la RDC de manière préventive pour éviter de se faire envahir, quoi que le Rwanda soit envahi par la RDC. Alors bien évidemment, personne ne croit à cette excuse, à ce prétexte complètement fallacieux, mais en attendant, voilà, c'est la raison officielle. Bon, en gros, plus concrètement quand même, le Rwanda en a profité pour s'emparer des ressources minières principalement de la RDC afin d'alimenter le Rwanda en ressources minières. Et bien évidemment, cela s'est fait en réalité avec le consentement du gouvernement rwandais et même avec une petite aide indirecte de l'Ouganda. Parce que apparemment l'Ouganda est très mêlé à cette affaire d'invasion quant à la RDC. Donc à l'Ouganda apparemment est très intéressé par les ressources minières de la RDC. Donc voilà l'affaire en très gros. Alors maintenant, le contexte, je vous rappelle qu'en 1994, au Rwanda, il y a eu le fameux génocide qui opposait deux ethnies, les Tutsis et les Hutus. Et aussi que la faction M23 est composée majoritairement de Tutsis. Donc voilà, c'était à souligner. Alors maintenant, comment ça se fait que les grands médias n'en ont pas parlé? Ben moi j'ai peut-être trouvé une petite raison puisque l'Union européenne a signé un contrat pour prendre les ressources minières du Rwanda, prendre, acheter bien entendu les ressources minières du Rwanda. Donc peut-être que ceci expliquerait cela. Voilà pour peut-être pourquoi les médias n'en parlent pas. Bref, donc nous verrons bien. En tous les cas, ce qui est très étonnant à noter dans cette affaire, c'est que le Rwanda est minuscule comparé à la RDC et que pourtant, là, le Rwanda semble inarrêtable. Il y a rien qui arrête le Rwanda, hein. Comme je vous l'ai dit, il y a des soldats rwandais, mais c'est surtout la faction M23 qui apparemment représenterait 8000 hommes. Très peu.
Bon, sans compter les soldats rwandais dont on ne connaît pas le nombre exact, mais en tous les cas, bon, ils semblent bien armés avec des véhicules blindés, très peu, mais il y en a. Et la RDC semble impuissante. Donc là, le président de la RDC a dit qu'il allait s'en occuper. Mais en tous les cas, au moment où je fais cette vidéo, il n'y a aucune force notable de résistance de la RDC, qui pourtant est envahie, et bien envahie. Normalement, tout État normal aurait déjà envoyé toute son armée pour combattre la faction M23, à minima. Et là, bon, pas grand-chose d'envoyé, quasiment rien, comme si la RDC avait peur, ou comme si la RDC était si faible au niveau de l'armée qu'elle était complètement impuissante. Alors là, on ne sait pas, mais d'un autre côté, si la RDC a peur, ça veut dire que son armée est trop petite, impuissante, trop faible, bon bref, comme on voudra. Ceci expliquerait cela. Maintenant, comment ça se fait que l'armée de la RDC soit si faible? J'ai pas tous les éléments en main, mais en tous les cas, c'est une affaire bien étrange. Bref, évidemment, pourquoi je parle de cela? Pas que d'un point de vue politique et militaire, mais aussi d'un point de vue humanitaire. Parce que cette situation, d'après les experts que j'ai pu lire, peut potentiellement dégénérer en guerre ouverte avec plusieurs pays qui participeraient à cette guerre. Alors le pays qui déjà aiderait le Rwanda, ce serait l'Ouganda, puisque l'Ouganda, je vous ai déjà dit qu'apparemment elle participe de manière très discrète pour aider le Rwanda, mais la RDC pourrait trouver un partenaire, voire plusieurs partenaires, qui pourraient participer à chasser le Rwanda. Donc il y a plusieurs pays qui pourraient éventuellement aider la RDC. Donc certains experts disent que ça pourrait dégénérer en guerre absolument énorme au sein de l'Afrique et ça pourrait faire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de morts si vraiment ça dégénère et qu'il y a plusieurs pays impliqués là-dedans. Donc nous verrons bien, évidemment vous me connaissez, on va regarder ça de manière beaucoup plus détaillée dans les articles qui vont venir. Et enfin, la deuxième région dont je voulais vous parler en Afrique, c'est le Soudan. Le Soudan, bon, qui a eu une influence énorme à cause des Américains, plus petitement par les Anglais via le MI6 comme d'habitude. Et j'ai envie de vous dire, très souvent en Afrique, ou même au Moyen-Orient d'ailleurs, quand il y a la CIA, il y a souvent le MI6 qui va avec, parfois même le Mossad. Ça arrive encore une fois malheureusement très très souvent. Hein, là, tout dernièrement, il y a même le Mossad qui commence à s'incruster en Amérique du Sud. Donc vous voyez, tout est possible. Hein. Bon, bref, donc en tous les cas, on sait qu'il y a une implication forte au Soudan des Américains depuis des années, des années et des années, tout comme en Syrie d'ailleurs. Et bref, donc au Soudan, quelle faction on a? Eh bien, on a aussi la faction ukrainienne et la faction russe. Ah ah, donc et oui, s'il y a les Américains, là maintenant il y a aussi les Russes, hein, parce que bon, avant que Trump arrive au pouvoir, les Russes, vous savez qu'ils sont maintenant très présents en Afrique et que les Américains ont toujours été très présents en Afrique depuis des décennies et des décennies. Donc voilà, alors maintenant ça c'est les factions étrangères, mais que s'est-il passé au Soudan? Et pourquoi c'est aussi grave au Soudan? Parce que il y a eu un coup d'État qui a été fait au Soudan pour virer un dictateur entre guillemets, hein, c'est comme ça que l'appelaient les Occidentaux, hein, un dictateur. Coup d'État qui a pu être réalisé grâce à l'alliance de deux factions militaires, les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. Alors les forces armées soudanaises, se sont liées avec le gouvernement officiel
et les forces de soutien rapide sont considérées comme les forces rebelles anti-gouvernement. Et les forces de soutien rapide est représentée par un général et les forces armées soudanaises est aussi représentée par un général. Donc les deux généraux, maintenant, alors qu'ils avaient coopéré pour faire un coup d'État ensemble, bah, il y a eu des tensions juste après le coup d'État entre ces deux factions et maintenant ils se font la guerre. Donc on a deux généraux qui se font la guerre. Et ces deux généraux, bah, évidemment, sont soutenus par des forces extérieures. On a bien entendu les forces américaines qui sont avec les forces armées soudanaises, les Américains qui ont toujours été présents au Soudan et qui ont participé à la misère de ce pays, parce qu'à la base, c'est la faute aux Américains qui ont encore fait énormément de mal au Soudan, comme ils en ont fait dans d'autres pays africains, mais particulièrement au Soudan, où là on atteint un record, hein, j'ai envie de vous dire, avec la Syrie. Mais bon, bref, ils ont fait particulièrement de mal au Soudan. Et donc, on a l'autre faction, la faction rebelle, qui veut évidemment prendre la place du gouvernement. Et cette faction rebelle, la force de soutien rapide, est elle soutenue par Wagner, ou aussi appelée maintenant Afrika Korps. Mais les Africains les appellent toujours Wagner, la force Wagner, bien entendu. Bref, donc les Russes. Évidemment, donc on retrouve toujours la guerre, toujours avec les Américains et les Russes quelque part. Là, c'est au Soudan. Alors le problème avec le Soudan, c'est qu'il y a un risque de guerre civile absolument énorme parce que la population est très très partagée et le Soudan bah, connaît une crise humanitaire absolument gigantesque. Gigantesque où l'équivalent serait peut-être la crise humanitaire au Yémen, qui est gigantesque elle aussi. Voilà, Yémen, Soudan, même combat, crise humanitaire gigantesque. Et vous notez que ça soit pour le Yémen ou pour le Soudan, aucun grand média n'en parle à la télé. Aucun. Et même dans les journaux internationaux, on parle peu du Soudan et peu du Yémen. Très peu. Alors évidemment, tout ça est absolument catastrophique, en premier lieu pour la population. En tous les cas, ce qui est étonnant, c'est que le gouvernement officiel euh, soudanais a donné l'accord pour un port militaire russe, c'est-à-dire le port militaire qui s'appelle Port Soudan. Donc tout ça est absolument étonnant. Alors peut-être que le gouvernement soudanais ben, ne veut pas se retrouver comme le tout nouveau gouvernement syrien présidé par Al-Shara. Je vous rappelle qu'en Syrie, Al-Shara, le président syrien, a demandé expressément à la Russie de rester en Syrie, peut-être pour ne pas se faire complètement manger par les Turcs, les Américains et les Israéliens, et oui, qui voient la Syrie comme, pourrait-on dire, leur territoire, ils veulent se partager le gâteau, bah, peut-être que le gouvernement soudanais a la même réflexion, et c'est pour ça qu'il a autorisé la construction d'un vrai port militaire russe au port Soudan. Bref, pour ne pas se faire manger par les Américains. Donc tout ça est très complexe, c'est un imbroglio terrible. Donc on a d'un côté les Américains et on a la faction de mercenaires ukrainiens qui est très très présente au Soudan. Donc vous voyez, la situation est un imbroglio où des fois il est difficile de comprendre exactement ce qu'il se passe. Mais bon, bref, la chose à dire très importante concernant le Soudan, c'est qu'au Soudan, il y a une catastrophe humanitaire si gigantesque que beaucoup disent que c'est la plus grande catastrophe humanitaire de l'ère moderne, dont peut-être l'équivalent, c'est ce qu'il se passe au Yémen.
Au niveau de la catastrophe humanitaire, voilà, les deux plus grandes catastrophes humanitaires, c'est au Soudan et au Yémen. Et peut-être qu'au Soudan, c'est peut-être même encore pire qu'au Yémen. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ça, ce sont les experts qui peuvent le dire en humanitaire. En tous les cas, ce qui se passe au Rwanda, au Soudan, dans ces deux régions, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je tenais à dire tout de suite que je ne suis pas du tout un expert de ces régions-là, contrairement à ce qui peut se passer au Moyen-Orient, en Ukraine, en Chine, où là c'est plus mon domaine. Je maîtrise un peu moins l'Afrique. L'Afrique, ces pays-là africains, tout du moins. Mais en tous les cas, je vais m'appuyer sur des articles afin d'en savoir un peu plus. On va regarder ça, on va avoir un peu plus de détails avec les articles. Mais en tous les cas, c'est très intéressant à voir que dans ces deux régions, il y a évidemment toujours en Afrique, des influences extérieures et bien évidemment à chaque fois, c'est toujours plusieurs forces dans les coulisses qui en réalité utilisent les pays africains comme pays de truchement, exactement comme l'Ukraine. Et c'est toujours comme ça d'ailleurs à chaque fois en Afrique. Et donc les pays africains, malheureusement, servent souvent de truchement pour de plus grosses entités bien plus puissantes qui se font la guerre en coulisses. Et comme d'habitude aussi, c'est toujours le peuple, là pour le coup africain, qui paie les frais de cette guerre de l'ombre des grandes puissances occidentales, ou tout du moins en général occidentales. Pas tout le temps, mais quasiment tout le temps. Bref, commençons. Alors pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous, on va commencer avec une carte. Et là, c'est la RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. C'est le pays jaune que vous voyez là, qui était autrefois appelé Zaïre et dont la capitale est Kinshasa. Alors RDC à ne pas confondre avec la RC, c'est-à-dire la République du Congo, qui est juste à gauche. À ne pas confondre donc. Et nous avons la RDC qui a été envahie par le M23 qui vient du petit pays rwandais. Vous pouvez voir que le Rwanda, dont la capitale est Kigali, est tout petit. Et au moment où je vous parle, le groupe M23 a déjà pris le contrôle de la ville de Goma et de Bukavu. Des prises quand même très importantes. Donc dans la région du lac Kivu. Alors bien évidemment, il faut garder en tête qu'il y a quand même une petite résistance de la RDC et que la population en souffre, hein. Ça a fait déjà énormément de morts, énormément de déplacés. Donc la RDC, le peuple de la RDC en souffre bien évidemment. Et là, vous voyez l'Ouganda. L'Ouganda qui apparemment aide le Rwanda de manière relativement furtive. Hein, bien que, bon, on le sait qu'il aide le Rwanda. Peut-être pour se partager les ressources de la RDC. Je ne le sais pas. En tous les cas, voilà, avec une carte, c'est beaucoup plus clair. Alors ici, un article de Yahoo News qui nous éclaire sur pas mal de choses. Au moins 8500 personnes ont été tuées depuis l'escalade des combats en janvier, selon les autorités congolaises. Des centaines de milliers de personnes ont également été contraintes de quitter leur foyer en raison du chaos provoqué par les combats, dans lequel les experts de l'ONU et d'autres considèrent que le Rwanda a un rôle clé à jouer. Le fait demeure que l'agresseur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC est le Rwanda, a déclaré Sumiwa Tuluka, citant un rapport d'experts de l'ONU de l'année dernière qui affirmait qu'entre 3000 et 4000 soldats rwandais avaient traversé le territoire congolais et combattaient aux côtés du M23. Donc c'est un rapport de l'ONU de l'année dernière, donc qui montre qu'il y avait entre 3000 et 4000 soldats rwandais. Donc on peut se douter qu'au moment où l'on parle, il y a beaucoup plus de soldats rwandais aux côtés du M23, en toute logique, tout du moins. Et cela prouve que le gouvernement rwandais est complètement lié avec le groupe M23.
Alors d'après tout ce que j'ai lu, c'est pour simplement s'emparer d'une partie du territoire congolais pour prendre plus précisément les ressources du Congo afin d'aider le Rwanda. Et puis vous verrez, après je vais vous montrer un article qui va faire que tout est plus clair concernant les minerais. Les pourparlers de paix négociés par l'Angola ont abouti à une impasse en décembre dernier après que le Rwanda a exigé que le gouvernement congolais discute directement avec le M23. Donc l'Angola qui a joué un peu les arbitres, ben, s'est cassé les dents. Alors effectivement, le gouvernement congolais ne veut pas négocier avec le M23 qu'il considère comme une faction terroriste, en plus en tant que groupe d'invasion. Donc les Congolais ne veulent pas discuter avec le M23. Alors ici un extrait d'un article du New York Times qui nous dit que le M23 contrôle désormais Goma et Bukavu, comme je vous l'ai déjà dit ici, deux plaques tournantes clés de la contrebande de coltan et d'or, situées à la frontière avec le Rwanda ici. Alors le coltan, c'est une pierre qui contient deux métaux très très précieux, c'est-à-dire le niobium et le tantal. Voilà, donc le coltan, c'est une pierre extrêmement précieuse. Et comme par hasard, bah, le M23 vole ces minéraux-là. Évidemment, il n'y a pas de hasard, mais vous allez voir le prochain article qui est encore plus édifiant. Alors là, j'ai déniché un article très intéressant qui pourrait expliquer beaucoup de choses entre la RDC et le Rwanda. C'est un article de la Commission européenne qui nous dit l'Union européenne et le Rwanda signent un protocole d'accord sur les chaînes de valeur durables pour les matières premières. Donc l'Union européenne et le Rwanda ont conclu un accord important pour favoriser en gros l'échange de matières premières critiques. Donc la signature du protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda témoigne de l'intention des deux parties de renforcer leur partenariat en vue d'une intégration plus étroite des chaînes de valeur pour les matières premières. Pour l'Union européenne, ce partenariat contribuera à assurer un approvisionnement durable en matières premières, en particulier en matières premières critiques, ce qui est une condition préalable essentielle à la réalisation des objectifs en matière d'énergie verte et propre. Et leur plan s'appelle la mise en œuvre de la stratégie Global Gateway. Global Gateway, c'est le nom de leur stratégie, comme vous pouvez le voir ici. Et là, on va avoir plus de précision. Le Rwanda est un important fournisseur de tantal, d'étain, de tungstène, d'or et de niobium, et il dispose de réserves de lithium et de terres rares. C'est un partenariat mutuellement bénéfique, bien évidemment. Donc, bref, nous avons le Rwanda qui envahit la RDC, plus ou moins à la même période que la signature de ce protocole appelé Global Gateway. Voilà, Global Gateway. Parce que si on regarde l'article, c'est paru au 19 février 2024. Donc pas si longtemps après l'invasion du Rwanda en République du Congo. Et on a vu que le Rwanda volait des minerais importants, précieux à la République du Congo pour les ramener au Rwanda. Donc j'ai envie de vous dire, ceci expliquerait cela. Je ne crois pas aux coïncidences, surtout sur une échelle de temps si petite. Cela ne reste que mon avis, mais en tout cas les arguments sont puissants. Alors maintenant on va passer au Soudan, et comme précédemment on va regarder une carte afin que ça soit plus clair pour vous. Donc là vous voyez une carte de l'Afrique avec le Soudan ici. Et juste là, c'est la RDC, pour vous situer. Donc, le Soudan est divisé en deux. On a le Soudan du Nord et le Soudan du Sud.
sachant que la capitale du Soudan, c'est Khartoum. Et là, ici, vous pouvez voir le port Soudan, qui est devenu maintenant un port militaire russe. Voilà, comme ça, c'est plus clair pour vous. Alors, selon le site des Nations Unies, l'ONU et la crise au Soudan au 4 mars 2025. Et là, que peut-on lire? Deux factions militaires rivales s'opposent, dirigées par les deux hommes à l'origine du putsch d'octobre 2021. Donc le coup d'État a été fait en octobre 2021 et cela a été fait grâce à l'alliance de deux factions qui sont maintenant opposées. On a d'un côté les forces armées soudanaises, le FAS en français, dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan, de facto au pouvoir après le putsch, donc c'est lui qui a pris le contrôle du gouvernement après le coup d'État, et de l'autre, les forces de soutien rapide, la FSR en français, du général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti. Et donc concernant la force de soutien rapide, eh bien on peut dire qu'elle est épaulée par Wagner. Le Soudan est le théâtre d'une urgence humanitaire d'une ampleur effroyable, selon Tom Fletcher, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence. Près des 2 tiers de la population a besoin d'une aide d'urgence. Des cas de famine ont été signalés dans au moins 5 régions du Soudan. 1 tiers de la population du Soudan est déracinée. Donc c'est absolument terrible ce qui arrive au Soudan. Et là, je vous montre un graphique qui est très parlant et qui vous donne la situation grosso modo du Soudan. Là, c'est marqué depuis avril 2023, le Soudan est le théâtre d'une guerre qui oppose deux factions armées et n'épargne pas les civils. 2,5 millions de personnes ont fui le pays. 39% sont réfugiés au Sud-Soudan. 29% sont réfugiés au Tchad. 8,8 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays. 14 millions d'enfants ont besoin d'assistance. La famine sévit au nord Darfour et au Kordofan Sud. 70% des hôpitaux dans les zones touchées par le conflit ne sont pas opérationnels. 4,2 milliards de dollars nécessaires pour le plan de réponse humanitaire 2025. 1,5 milliard pour aider les 5 millions de personnes dans 7 pays voisins. Donc voilà la situation globale du Soudan. Selon les Nations Unies, le Soudan au bord d'une véritable guerre civile. Ça, c'était au 13 juillet 2023, hein, ça date. Hein. Le conflit opposant deux groupes militaires au Soudan depuis 3 mois pourrait se transformer en une véritable guerre civile, a estimé Volker Perthes, le chef de la mission de l'ONU au Soudan, lors d'une visite le 12 juillet à Bruxelles. Et oui, parce qu'il y a les pro-gouvernements et les anti-gouvernements, bien évidemment. Et puis avec les forces russes qui sont là, les forces américaines qui sont là, eh bien ça c'est encore compliqué avec les forces ukrainiennes qui sont là aussi. Nous allons voir ça tout de suite. Alors là, d'après le journal Le Monde, quand les forces spéciales ukrainiennes combattent des mercenaires russes de Wagner au Soudan, une source ukrainienne consultée par Le Monde confirme que des hommes de forces spéciales ukrainiennes, membres du renseignement militaire, sont actuellement en permanence au Soudan. Et ça, c'était au 19 novembre 2023. Hein. Donc évidemment, les forces ukrainiennes, elles ne sont pas venues toutes seules avec leurs petites jambes et leurs petits bras au Soudan. Bien évidemment, les forces ukrainiennes en auraient été incapables. Ils ont été engagés par les Américains et plus précisément par la CIA, ce qui est classique. Hein. Donc comme les forces américaines sont en effondrement, il manque beaucoup d'hommes. Et donc ils ont pallié ce problème en engageant des forces spéciales ukrainiennes. Ça leur permet de combattre les forces de soutien rapide, anti-gouvernementales et qui sont épaulées par Wagner. Donc vous voyez au Soudan, n'oublions pas que la Russie veut avoir des liens avec le gouvernement et c'est là que vous voyez toute la complexité, voire même les paradoxes,
les contradictions qu'il peut y avoir. On a le gouvernement qui est peut-être épaulé par les Américains ou peut-être pas. En fait, ce n'est pas très clair. Il y a les Américains, eux, ils sont là, ça c'est clair. Mais font-ils comme en Syrie? C'est-à-dire que les Américains sont là de manière totalement seule et indépendante, sans s'occuper du gouvernement soudanais, ce qui est tout à fait possible, puisqu'on a un gouvernement soudanais qui donne le port Soudan aux Russes. Donc il veut que les Russes restent au Soudan. Donc encore une fois, on en revient à ce que j'avais dit dans l'introduction concernant la Syrie, hein, l'analogie avec la Syrie et le président Al-Shara qui veut que les forces russes restent là pour faire un équilibre contre les forces peut-être turques, mais en tout cas c'est certain, là c'est absolument certain, contre les forces américaines et israéliennes. Alors maintenant pour le Soudan, est-ce que le gouvernement du Soudan tolère le gouvernement américain là-bas, parce que de toute manière, il n'a pas les moyens de les chasser, mais que comme il veut un Soudan plutôt aidé par les Russes, comme l'ont fait ses voisins maliens, sénégalais, Burkina Faso, Tchad, Mali, etc. Peut-être que le Soudan a la même vue que tous les pays du Sahel que je viens de nommer et donc voudrait que les Russes soient bien présents. Donc vous voyez, c'est un imbroglio assez complexe. Et les forces ukrainiennes présentes sur place n'arrangent pas les choses. Ici, un article de France Info qui nous rappelle les liens du Soudan avec la Russie. Lors d'une visite en Russie fin 2017, l'ex-président Omar el-Béchir, celui qui a été déchu par un coup d'État par les deux factions représentées par les deux généraux, dont je vous ai déjà parlé, donc, avait demandé au président Vladimir Poutine de protéger le Soudan des États-Unis. Vous voyez, déjà à l'époque, hein, déjà à l'époque, vous comprenez maintenant pourquoi les grands médias appelaient Omar el-Béchir un dictateur qu'il fallait renverser. Vous comprenez maintenant. Donc déjà, ce président-là, en 2017, du Soudan, avait demandé à Vladimir Poutine de protéger le Soudan des États-Unis et avait appelé à renforcer la coopération militaire avec Moscou en vue de rééquiper ses forces armées. Et bon, ça a été vu comme un revers pour Washington, bien évidemment. Donc vous voyez, c'est très intéressant, hein, et vous notez que tout est lié et tout est cohérent au final. Alors là, on va regarder un article de France 24 qui va vous montrer toute la complexité du Soudan, des forces extérieures, leur interaction, etc. Alors vous allez voir, c'est vraiment complexe. Je ne pouvais pas résumer tout précédemment. Je ne vous donnais que les grosses lignes. Là maintenant, dans ce dernier article, on va aller un peu plus dans le détail et un peu plus dans la subtilité des relations qui sont parfois changeantes entre les entités extérieures au Soudan. Je pense aux États-Unis, au Royaume-Uni, à la Russie, à l'Ukraine. Donc c'est vraiment complexe. Là, on va aller un petit peu plus dans la précision, même si je souligne que cela n'a rien d'exhaustif, hein. Là, c'est vraiment une explication du Soudan plus ou moins générale. J'essaye de vous donner les informations les plus intéressantes, celles qu'il faut savoir, mais je m'arrêterai là. Donc, continuons. Pourquoi la Russie s'aligne sur l'armée du général Bourhan au Soudan? La Russie a empêché lundi le Conseil de sécurité de l'ONU d'appeler à un cessez-le-feu et à la protection des civils au Soudan. Un veto qui acte l'alignement de la diplomatie russe sur le camp de l'armée loyaliste du général Abdel Fattah al-Burhan. Alors, Bourhan, c'est le général qui a renversé l'ex-président soudanais avec l'aide de l'autre général, donc ils avaient travaillé de concert, le général Hemeti, qui représente ce qu'on appelle en anglais le RSF, c'est-à-dire la force de soutien rapide que Wagner soutenait, je vous le rappelle, vous vous souvenez de tout ça. Et vous allez voir que c'est pas si simple,
que Wagner mangeait à tous les râteliers en réalité. Parce que à cette époque-là, Wagner c'était Prigojine. Or, à la mort de Prigojine, Wagner n'est plus Wagner et devient Afrika Korps pour concernant l'Afrique. Et maintenant, c'est le ministre de la Défense russe maintenant qui reprend la main sur Wagner. Alors c'est toujours appelé Wagner par les Africains, donc par simplicité, je vais continuer à appeler Wagner en Afrique Wagner au lieu d'Africa Korps. Bref, vous voyez, donc déjà, souvenez-vous qu'au début, Prigojine, donc Wagner, donc soutenait plutôt le général Hemeti, hein, force de soutien rapide, contre les forces armées soudanaises. Forces armées soudanaises qui étaient représentées par le général Bourhan, ou Bourané, je ne sais pas. Mais ça change, ça va changer. Donc, quand la Russie a mis son veto, là par exemple, on a le ministre des Affaires britannique, David Lammy, qui a dit pour la Russie que c'était une honte, est un ennemi de la paix. Le veto russe, un projet de résolution préparé par le Royaume-Uni et le Sierra Leone, appelant à cesser le feu à la protection des civils au Soudan. Et la Russie dit, l'ambassadeur russe Dimitri Polyansky a rétorqué que Moscou souhaitait un cessez-le-feu, mais décidé par les parties elles-mêmes, et a justifié son veto en dénonçant un projet de résolution au parfum postcolonial. Parce que oui, le cessez-le-feu était décidé en gros par le Royaume-Uni, pour faire simple. Hein. Donc, pas par les deux parties. Les deux parties n'ont pas décidé d'un cessez-le-feu. Ils ne sont pas d'accord. C'est le Royaume-Uni qui décide ça. Hop, moi je décide, tiens, un cessez-le-feu et je demande un conseil aux Nations Unies, un conseil de sécurité pour voter ce veto. Donc la Russie a dit non, il faut que ça soit les deux parties soudanaises qui veulent bien faire cesser le feu. Le diplomate russe a également accusé les Britanniques d'avoir, pendant les négociations, empêché toute mention des autorités légitimes du Soudan, soit le gouvernement du général Bourané, arrivé à la tête du pays par un coup d'État militaire contre le pouvoir civil en 2021. Car oui, entre les deux généraux qui ont fait le coup d'État ensemble, c'est-à-dire Bourané et Hemeti, c'est Bourané qui est resté au pouvoir et Hemeti qui est devenu le chef de la faction rebelle. Malgré les précautions d'écriture des Britanniques, le gouvernement soudanais était hostile à la résolution parce qu'elle ne critiquait pas suffisamment l'action des FSR. Alors, les FSR, c'est les forces de soutien rapide, donc du général Hemeti. Les Russes ont donc décidé de se caler sur la position du gouvernement soudanais. Et oui, c'est-à-dire des forces armées soudanaises, le gouvernement soudanais, et non le FSR, précise Roland Marshall de Sciences Po. Le ministère soudanais des Affaires étrangères a d'ailleurs rapidement salué le veto russe, le présentant comme un soutien à l'indépendance et à l'unité du Soudan et de ses institutions nationales. Vous voyez ? Donc le ministère soudanais, voilà, donc appuyé évidemment qui vient du gouvernement de Bourané, lui il dit que les Russes ont raison. Donc, et ça c'est le gouvernement soudanais qui dit ça. Alors pour vous expliquer maintenant la subtilité concernant les Russes, parce que vous comprenez peut-être plus rien là. Donc du temps de Prigojine, au début il mangeait dans les deux râteliers pour soutenir Wagner concernant des achats ou de la prise de minéraux, principalement de l'or. Donc Wagner mangeait plus ou moins dans les deux râteliers, les deux généraux. Après Wagner, au final, Wagner de Prigojine s'est disputé avec le général Bourané. Donc Wagner, le Wagner de Prigojine, c'est parti lié avec la faction des forces de soutien rapide, donc du général Hemeti. Mais quand Prigojine est mort, les Russes qui n'aimaient pas ce que faisait Prigojine, le gouvernement russe,
Poutine n'aimait pas ce que faisait Prigojine. Prigojine qui agissait comme un véritable mercenaire sans foi ni loi entre nous. Hein. Donc, et d'ailleurs, Moscou n'était pas d'accord pour ne voulait pas qu'il y ait un coup d'État en Soudan, puisque le gouvernement russe s'entendait bien avec l'ex-président soudanais. En 2017, je vous ai montré l'article. Donc ça s'entendait bien, il voulait pas que ça change. Mais bon, Wagner était un peu trop en roue libre avec Prigojine. Et bon, ça a déplu au ministère de la Défense russe. Et donc au final, eh bien, Wagner, là, au moment où je vous parle, donc Africa Corps, donc dirigé par le ministère de la Défense russe, là est pro-gouvernement soudanais, donc du général Bourané. Et on revient exactement à la politique qu'il y avait du temps du président soudanais avant le coup d'État de 2021. Voilà, alors j'espère que vous y voyez plus clair. Donc là, maintenant, le gouvernement soudanais, plus simplement, est pro-russe, donc, ou avec les Russes, si vous voulez, et voudrait que les forces ukrainiennes et surtout américaines s'en aillent. Alors, et bien évidemment, il y a des forces britanniques du MI6, mais ceux-là sont insignifiants par rapport aux forces américaines et ukrainiennes, particulièrement aux forces américaines. Donc voilà, je voulais finir en apothéose pour vous montrer toute la complexité de l'affaire du Soudan et pour vous dire qu'il faut vraiment suivre. Bref, voilà, mais au final, c'était quand même très très intéressant d'aller un petit peu plus dans le détail. Et je m'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. N'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.